imaginer une seconde qu'il y ait un arbitre dans notre tête. Un arbitre qui, à chaque instant, décide pour nous ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est un concept absolument central en psychanalyse et il pilote notre quotidien bien plus qu'on ne le pense. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment un peu étrange au réveil, où le rêve est encore tellement palpable qu'on se demande où on est. Eh bien, cette frontière parfois floue entre notre monde intérieur et le monde extérieur, c'est précisément le terrain d'action de ce qu'on appelle le test de réalité. Et la psychanalyse, elle, a mis un nom très précis là-dessus, le test de réalité. Pour Freud, c'était même la base de tout. C'est cette fameuse capacité à se dire « Bon, ok, ça, c'est dans ma tête, c'est une pensée, un fantasme, et ça, par contre, c'est le monde réel. » Sans ça, on est complètement perdu. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça fonctionne, concrètement? Qui est aux commandes de cette incroyable machine à vérifier la réalité? Allons voir ça de plus près. En fait, il faut imaginer qu'à l'intérieur de notre esprit, il y a une sorte de négociation permanente entre deux forces opposées. D'un côté, on a le ça, c'est la partie de nous la plus brute, la plus pulsionnelle. Le ça veut tout de suite, sans se soucier de la réalité. Et de l'autre côté, on a le surmoi. C'est notre gendarme intérieur, notre conscience morale qui nous rappelle les règles et les interdits. Et qui est-ce qu'on trouve coincé entre ces deux-là? Le moi. Son rôle, c'est d'être le médiateur, le diplomate. C'est lui qui est chargé de faire le tri, de confronter les désirs du ça et les règles du surmoi avec ce qui est possible dans la vraie vie. C'est lui qui fait le test de réalité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pourrait presque résumer tout ça avec une formule, un peu comme en maths. Le moi, ce n'est pas une entité figée. C'est le résultat, à chaque instant, de cette tension entre nos pulsions, notre morale et la réalité pure et dure. Un équilibre constant. Mais alors, que se passe-t-il quand ce fragile équilibre est rompu? Qu'est-ce qui arrive quand le moi, notre arbitre, n'arrive plus du tout à faire la part des choses? Pour Freud, les conséquences sont dramatiques. C'est ce qu'il a théorisé sous le nom de psychose. Le moi, complètement dépassé par le conflit intérieur, jette l'éponge. Il coupe les ponts avec le monde extérieur et se construit sa propre réalité. Un monde bien à lui. On entre alors dans un état clinique où cette distinction si fondamentale entre le dedans et le dehors s'effondre totalement. La personne n'arrive plus à vérifier si ce qu'elle pense ou ressent correspond à quelque chose qui existe vraiment à l'extérieur. Et cette rupture avec la réalité se manifeste de deux manières très connues, comme on le voit bien ici. D'un côté, il y a l'hallucination, on perçoit quelque chose qui n'existe pas, comme entendre une voix alors qu'il n'y a personne. Et de l'autre, il y a le délire. Là, c'est une croyance, une certitude absolue, totalement inébranlable, même face à des preuves du contraire. Mais au fond, cette compétence si essentielle, d'où vient-elle? Est-ce qu'on est avec? Pas du tout. C'est une construction lente et progressive qui démarre dès nos premiers instants de vie. Pensez à un tout petit bébé. Pour lui, il n'y a pas de distinction entre son monde intérieur et le monde extérieur. Tout est un. Mais petit à petit, à travers les interactions, il va faire une découverte fondamentale. Il pleure et sa mère arrive. Ah! Il commence à comprendre que ses actions ont un effet sur le monde extérieur. C'est la toute première brique. Et puis, il y a une étape absolument décisive, décrite par le psychanalyste Jacques Lacan. C'est le fameux stade du miroir. Au début, quand un enfant de quelques mois se voit dans un miroir, il ne se reconnaît pas. Pour lui, ce reflet, c'est juste une autre image, un autre objet dans la pièce. Et puis un jour, c'est le déclic, l'étincelle de génie. L'enfant réalise que cette image, ce reflet, c'est lui. C'est un moment absolument fondateur dans le développement psychique. C'est la première fois qu'il se perçoit comme un individu unifié et distinct. C'est à cet instant précis que naît la distinction entre le soi et le non-soi. Le moi commence alors à vraiment se construire, à se solidifier, et c'est cette nouvelle base qui va lui permettre, plus tard, de se confronter au réel. Tout ça, ça peut sembler un peu abstrait, mais en réalité, c'est un outil qu'on utilise en permanence, à chaque instant de notre vie, pour pouvoir simplement naviguer dans le monde. Par exemple, dans un cadre thérapeutique, quand cette fonction est endommagée, tout le travail consiste à la reconstruire pas à pas. On commence par identifier les distorsions, puis on explore ce qui se cache derrière, et enfin, on aide la personne à renforcer cette frontière si importante entre son monde interne et la réalité partagée. Mais en fait, on fait tous nos propres petits contrôles de réalité chaque jour. Quand on vérifie une information avant de la croire ou de la partager. Quand on reconnaît que la colère nous fait peut-être voir les choses de travers. Ou quand on ajuste nos attentes face à des contraintes bien réelles. Tout ça, c'est le test de réalité en pleine action. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce test de réalité n'est jamais acquis une bonne fois pour toutes. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, un arbitrage permanent.
Un équilibre délicat que l'on doit maintenir jour après jour entre ce qu'on désire, ce qu'on croit et le monde tel qu'il est.